L'accident de Roswell est l'un des cas les plus troublants concernant le crash d'un ovni, mais aussi la récupération d'extraterrestres. Le mercredi 2 juillet 1947 à 21h50 heure locale, un orage violent éclate dans le désert du Nouveau-Mexique. Mac Brazel, un fermier dont la ferme se trouve au nord-ouest de Roswell, entend soudain une violente détonation. Dès le lendemain, au petit matin du 3 juillet, il découvre dans son champ un amas de débris provenant d'un objet qu'il ne peut identifier. Il emportera avec lui des échantillons de débris. Brazel commence par contacter le bureau météo de la ville, qui lui conseille de s'adresser plutôt au shérif du comté, George Wilcox. Ensemble, ils appellent l'officier de renseignement Jess Marcel de la base militaire de Roswell. Ce dernier parle de l'affaire au colonel Blanchard, qui recommande d'aller sur les lieux avec le personnel nécessaire. Olivier Anderson, un des pilotes du 509e groupe de bombardiers de Roswell, aurait transporté les débris de l'engin, mais également 4 petits corps avec de grosses têtes et avec des vêtements d'une matière qu'il n'avait jamais vue. L'explication officielle dira qu'un ballon météo s'est écrasé et les ET observés sont en fait des mannequins transportés en l'air par des ballons de haute altitude de l'US Air Force pour des recherches scientifiques. Ben voyons. Et la marmotte, elle met le chocolat dans les papiers d'alu. Une campagne de désinformation était lancée. Mais seulement, il y eut tout de même 92 témoins et 35 témoignages du personnel de l'Air Force. Dès ce premier crash d'OVNI, plusieurs organisations secrètes furent créées et elles s'occupaient de tout ce qui concernait les ovnis. La plus importante fut le Majestic 12, fondé le 12 septembre 1947 par le président Truman. Parmi les membres, on retrouve le docteur Vannevar Bush, conseiller scientifique du président, Forrest L. James, le ministre de la Défense, Nelson Rockefeller, vice-président des États-Unis, Ellen Dulles, chef de la CIA, J. Edgar Hoover, chef du FBI, et les autres faisaient partie du CFR, Council on Foreign Relations, qui est un think tank américain, c'est-à-dire un groupe de réflexion ayant pour but d'analyser la politique étrangère des États-Unis et la situation politique mondiale. Ces 12 individus étaient aussi membres de la Jason Society, l'élite de l'ordre des Skull and Bones. Le siège du MJ-12, situé à Maryland, c'est-à-dire entre la Pennsylvanie et la Virginie, au bord de l'océan Atlantique, qui est accessible seulement par les airs et qui est connu sous le nom de Country Club par les cercles d'initiés. Le disque avait 33 mètres de diamètre, fabriqué d'un métal jamais vu, et on y trouva 16 morts qui mesuraient environ 1,20 m. Là, l'un des passagers survécut et un officier d'aviation reçut l'ordre de l'emmener à Los Alamos, où se trouvaient les installations les plus sûres des forces armées des États-Unis. On décrivit le passager comme un humanoïde reptiloïde, avec certaines caractéristiques propres aux insectes. On le nomma simplement Ibi, Extraterrestrial Biological Entity. Ibi relata que sa race rendait visite à la Terre depuis 25 000 ans, qu'ils venaient d'un système d'une étoile double, que leur planète était désertique et que leur soleil menaçait de disparaître. Il dira aussi que sa race disposait de bases souterraines dans différents endroits de la Terre. Ibi enseigna au jeune colonel qui était à son contact l'existence de la réincarnation et la survie de l'âme, qui sont des lois universelles. Tout fut noté sous le nom de code Yellow Book. Ce projet portait le nom de Sigma. À la fin 1951, Ibi tomba gravement malade et il resta à Los Alamos jusqu'à sa mort le 18 juin 1952. Alors là, l'OVNI mesure 30 mètres et on trouva dans les débris un passager calciné d'environ 1,30 m avec une grosse tête. Kingman, rappelle-toi, on l'avait rapidement vu. Et comme d'habitude, l'armée boucle rapidement le périmètre et récupère les débris, transporte l'OVNI dans la zone 51.
Les représentants du gouvernement avaient rassemblé discrètement près de 40 scientifiques et les avaient emmenés sur le lieu du crash. Selon le chercheur et auteur Preston Dennett, un de ces scientifiques ingénieurs, Arthur Stancil, indique à Dennett que leur recherche concluait que, je cite, l'engin a heurté le sol à 1200 km/h, mais était étrangement intact et absolument pas fabriqué par l'homme. Fin de citation. Stancil décrira l'objet comme un appareil en forme de goutte. Un autre scientifique et chercheur, Leonard Stringfield, a affirmé, toujours à Dennett, qu'il avait réussi à voir à l'intérieur de l'engin écrasé et a vu, dit-il, le cadavre d'une créature ressemblant à un humain d'environ 1,20 m de haut, portant une tenue de couleur argent, une sorte de costume métallique. Fin de citation. L'incident a en grande partie été gardé secret par les militaires jusqu'à ce que Frank Scully, journaliste américain, en parle, ce qui amena des témoins légitimes et d'autres chercheurs sur les ovnis à parler ouvertement de cette affaire. On sait désormais qu'à bord de cet ovni, il y avait 4 entités dont un seul a survécu, J. Rudd. Il a été emmené dans la zone 51 où il aurait aidé le gouvernement américain à faire de l'ingénierie inversée sur la technologie ET. Il a partagé des connaissances sur sa planète et l'univers. Certaines versions de l'histoire suggèrent qu'il est originaire du système Zeta Reticuli. Phil Schneider, un ancien ingénieur, prétend avoir travaillé sur des projets secrets dans des bases souterraines aux États-Unis, évoque des rencontres avec des ET, notamment une espèce appelée les Grands Gris et une autre appelée les J-Ruds. J-Rud était grand, mince, avec des grands yeux en forme d'amande et une peau brune presque transparente. Il a partagé des connaissances sur sa planète et l'univers avec les scientifiques et les ingénieurs de S4. Dan Burrish, notre microbiologiste, tu te rappelles, devait s'occuper de J-Rud et s'assurer qu'il resterait en bonne santé. Il a déclaré que le gouvernement lui avait fait prélever des échantillons de tissus sur le thé capturé et qu'ils étaient devenus amis pendant les 2 années, et pas 20 comme j'ai pu le dire dans un autre épisode, pardonnez-moi, entre 94 et 96, où il a travaillé à son contact. Les êtres humanoïdes récupérés à Roswell avaient une technologie en avance de 24 000 ans sur nous. Ils pourraient être 1. Des ibis, une espèce venant du système Zeta Reticuli. Ils sont plus proches des humains, mais avec des différences notables, comme des organes internes différents et des capacités télépathiques. 2. Des biorobots, une création des gris ou d'une race supérieure. Certains pensent que les êtres de Roswell n'étaient pas une race à part entière, mais des drones biologiques, utilisés pour des missions d'exploration et ici pour étudier la Terre. Ils ne seraient ni mâles ni femelles, fonctionnant plutôt comme des entités programmées. 3. Des voyageurs temporels ou interdimensionnels. D'après certaines théories, les gris pourraient être des humains du futur ayant évolué dans une direction transhumaine. Ils les auraient voyagés dans le temps pour tenter de réparer des anomalies génétiques. 4. Une race totalement différente, non répertoriée. Certains témoignages, comme celui de Boyd Bushman, scientifique de la Lockheed Martin, évoquent des entités différentes des gris, plus proches d'une race humanoïde avancée. Ils ont la peau beige ou grisâtre, légèrement translucide, mesurent environ 1,20 m, ont des yeux plus petits que des gris classiques, une combinaison moulante intégrée dans leur morphologie et une absence d'organes reproducteurs visibles. Les P-45 sont des humains du futur ayant évolué sur une ligne temporelle négative. Ils viennent d'environ 45 000 ans dans le futur. Leur apparence est celle des petits gris, c'est-à-dire une tête allongée, des yeux noirs, une peau pâle, un corps frêle. Ils ont suivi un chemin où l'humanité a subi de graves catastrophes écologiques, sociales, nucléaires. Ils ont perdu leur capacité à se reproduire naturellement à cause de mutations et cherchent à utiliser l'ADN humain du présent pour réparer leur anomalie génétique. Ils sont souvent décrits comme des manipulateurs ayant un agenda extrêmement égoïste, influençant certaines factions humaines via des contacts gouvernementaux occultes.
Les P-52 sont aussi des humains du futur, mais provenant d'une ligne temporelle plus positive. Ils viennent d'environ 52 000 ans dans le futur. Ils sont une version plus évoluée, équilibrée et spirituellement avancée de l'humanité. Leur apparence est similaire au P-45, mais avec des traits plus harmonieux. Contrairement au P-45, ils ne cherchent pas à exploiter l'humanité du présent, mais tentent plutôt de corriger les erreurs du passé pour éviter que la ligne temporelle des P-45 ne se réalise. Ils sont parfois associés aux Gerad, une faction plus bienveillante de ces voyageurs temporels. Pour ce qui est des P-52 Gerrats, ce sont des descendants humains du futur, mais avec des traits plus marqués de type petit gris. Leur nom Gerard vient d'un code utilisé par le gouvernement américain pour désigner un des leurs en captivité dans la zone S4 de l'Area 51. Ils ont une apparence frêle, une peau pâle et des traits humanoïdes altérés. Bien qu'ils soient plus pacifiques que les P-45, ils sont quand même impliqués dans des expériences biologiques sur l'ADN humain. Certains auraient collaboré avec les humains dans des échanges technologiques via des programmes comme le MJ-12. Danby Rich prétendait avoir travaillé avec un Gerard nommé Kiela, qui l'aurait aidé à comprendre des aspects du futur et du projet Looking Glass. Les P-52 Orions sont aussi des humains du futur, mais leur évolution a été influencée par une connexion avec les systèmes stellaires d'Orion. Ils auraient suivi une voie plus spirituelle et équilibrée, contrairement aux P-52 Gerrats qui restent liés aux manipulations temporelles et aux expériences génétiques. Une apparence serait plus harmonieuse avec des traits plus élancés et moins fragiles que les Gerrats. Ils sont souvent considérés comme des alliés, essayant d'empêcher les catastrophes qui mèneraient à la ligne temporelle des P-45. Leur agenda est plus tourné vers l'évolution consciente et la préservation de l'humanité, contrairement aux Gerrats qui sont davantage préoccupés par leur survie de leur espèce mutée. Les Orions sont donc plus bienveillants et tournés vers une évolution consciente, tandis que les Gerrats sont plus pragmatiques et focalisés sur la survie de leur lignée. Les P-45 cherchent à préserver leur propre existence, même si cela signifie manipuler l'histoire et utiliser la technologie pour influencer le cours du temps. Les P-52, eux, veulent empêcher l'humanité de suivre le chemin des P-45 en modifiant certains événements clés. Ce conflit aurait un lien avec le projet Looking Glass, qui permettrait d'explorer des lignes temporelles et de comprendre leurs implications. Désormais, souvenons-nous de Dr. Burish et du Gerard à S4. Le Gerard nommé Kiela communiquait par télépathie avec Dan Burish. Il lui montre qu'il s'était rendu en 1953 lors du crash de Kingman et avait voyagé jusqu'en 1973 où il a été retenu à S4. C'est dans les années 90 que Burish entre en contact avec le Gerard. Kiela était très malade. Une maladie, lui dira-t-il, sur le point d'exterminer toute sa planète, toute son espèce, est venue ici, à cette période, pour trouver de l'aide au niveau génétique. Une amitié s'était créée entre eux. Ce qui les avait rapidement rapprochés, c'est qu'ils se sentaient tous les deux comme des prisonniers. Kiela était un P-52 Gerard, c'est-à-dire un descendant des humains actuels qui a subi des mutations génétiques, tout comme le reste de son espèce, suite à des catastrophes sur Terre, les poussant à se réfugier sous terre et à développer une apparence plus grise. Dan Burish et le Gerard ont échangé des informations sur l'avenir de l'humanité, notamment en lien avec les paradoxes temporels et les dangers d'une éventuelle catastrophe planétaire. Alors que les P-52 Orions, après la catastrophe majeure sur Terre, ont dû évacuer la planète et suivre une migration en plusieurs étapes. Certains témoignages nous parlent d'un événement cataclysmique, une guerre nucléaire ou un basculement d'épaule ou une catastrophe environnementale. Cela avait forcé une partie de l'humanité à quitter la surface. Ils sont allés sur la Lune et selon certaines fuites, il existe une arche lunaire contenant du matériel génétique humain et des archives historiques et technologiques. La Lune leur a servi de base temporaire avant le départ vers une destination plus viable. Et Mars a été une étape intermédiaire où ils ont tenté de s'installer.
On retrouve cette idée dans plusieurs témoignages évoquant des ruines anciennes sur Mars. Et la dernière étape a été un départ vers la ceinture d'Orion, où ils ont trouvé un nouveau foyer. Ils ont établi une civilisation avancée et interstellaire tout en gardant un œil sur leur passé, qui est notre présent. Tandis que les P-45 J-Rods ont subi un cataclysme autour de 45 000 ans dans le futur et, tout comme les P-52 J-Rods, se sont réfugiés sous terre et finissent par se transformer en gris. Leur apparence et leur génétique ont été gravement affectées par des radiations et des mutations. Ils ont développé une vision négative et manipulatrice de l'humanité actuelle, cherchant à influencer notre ligne temporelle pour éviter leur propre destinée. Ils ont tenté d'utiliser la technologie temporelle comme le projet Looking Glass pour modifier certains événements et maintenir leur existence. Ils sont égoïstes et enlèvent des humains pour l'ADN. Et rappelons-nous des 2 timelines évoquées dans l'épisode précédent. Eh bien, nous en sommes à présent rendus là. Nous sommes à la croisée d'un chemin. Eh bien, eux, ces P-45, veulent que la catastrophe planétaire survienne. Et sachez que, contrairement à nous, ils mettent tout en œuvre pour arriver à leur fin. Les P-45 se sont alignés avec les Illuminati. Il y a une alliance entre les Illuminati et les P-45. Et selon qui est là, les Illuminati veulent éliminer les 3/4 de l'humanité pour plus de contrôle. Aujourd'hui, nous avons des preuves d'installation de zones souterraines sécurisées, des bunkers, en cas de catastrophe. Et il est dit que sous l'aéroport de Denver se trouvera leur nouveau siège social. À savoir qu'il y a eu un basculement entre 2 sociétés secrètes. De nombreux membres de l'échelon supérieur du mouvement maçonnique, le rite yorkais et le rite écossais, ont accepté une philosophie luciférienne, matérialiste, et qu'il s'agit de la véritable philosophie satanique des Illuminati européens, qui est de créer un nouvel ordre mondial sous la personne qu'ils considèrent comme le vrai Dieu, soit Lucifer. Eh bien, ceux-là veulent notre disparition de par la timeline 2. De plus, ils veulent l'accélérer en envoyant un sursaut électromagnétique à travers le trou noir de la galaxie qui va provoquer un dérèglement au niveau du Soleil et des trous de verre qui traversent notre planète, qui entraîne la catastrophe provoquée à cause des dispositifs de voyage temporel ou Stargate, des dispositifs de visualisation du temps ou Looking Glass, et en dirigeant une quantité inappropriée d'énergie vers la Terre, précipitant un désastre géophysique. Il est également suggéré que les êtres du groupe négatif peuvent réussir car une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de leur capacité mentale de ruche, un aspect étrange à considérer, tout comme le fait qu'ils ont pu s'hybrider avec des humains et créer une sous-espèce et, grâce à cela, sont capables d'utiliser leur esprit de ruche qui consiste simplement à semer le chaos dans le monde. En tout cas, ceci explique cette conspiration Illuminati-ET dont on en voit de plus en plus de preuves au fil du temps. Du moins, ils ralentissent fortement les avancées de l'humanité en influençant les gouvernements et nos systèmes financiers. Looking Glass est un pont Einstein-Rosen et il suppose qu'il est composé très grossièrement d'une sphère avec des arcs en rotation avec une base solide rectangulaire, du nickel, du cadmium et du barium, et il y a un disque tournant en dessous qui est super froid, qui est injecté dans le centre et ceci tourne en rond. Il y a des gaz injectés, de la matière de répulsion gravitationnelle, de matériaux lourds. C'est un appareil obtenu des J-Rods. Il le bombarde avec assez d'électromagnétisme, l'appareil repousse la gravité et se transforme en quelque chose d'exotique. Bref, il le tourne assez vite, il s'ouvre et ils peuvent voir dedans. Le Looking Glass peut servir à des fins égoïstes. Cela n'aurait jamais dû être construit car il vous donne du pouvoir et peut donc être utilisé abusivement. On se rappelle que quand ils utilisaient le Looking Glass, il y avait un problème avec 2012. Il semblait se heurter à un problème où toutes les chronologies convergeaient à 2012, comme s'il n'y avait plus rien derrière. Mais dans les années 90, en utilisant le Looking Glass, ils ont en fait été informés du 11 septembre 2001. Le Looking Glass présentait apparemment 2 possibilités.
Le 11 septembre a eu lieu car les pouvoirs en place ont décidé que cet événement avait beaucoup moins d'impact que l'autre possibilité. Le 11 septembre a été choisi car il représentait le moindre mal des deux. Le cube est une variante de la technologie. Tandis que le Looking Glass montre des probabilités, le cube, lui, peut varier en termes d'information par rapport aux interactions et émotions de celui qui l'utilise. Il mesure environ 20 x 20 cm. Donc je repense au fait qu'en fait mon générateur d'images a galéré, je crois vraiment qu'il galère avec les dimensions. Voilà, c'est tout. Donc, enfin bref, Euh, le cube a été utilisé pour montrer les résultats probables par rapport aux problèmes neuropathiques des P45 qui se sont vus dévastés. C'est un dispositif de visualisation temporelle permettant de voir des lignes temporelles potentielles et leurs ramifications. Il fonctionne par interface avec la conscience humaine, permettant à l'utilisateur d'accéder à différentes timelines par affichage holographique. Il est différent du Looking Glass, mais complémentaire. Le Looking Glass visualise les probabilités temporelles, tandis que le cube les influence activement. Admettons que quelqu'un décide de l'utiliser. Nous avons donc quelqu'un qui examine l'avenir des événements probables à ce moment-là, et cela s'appelle le point d'observation. À ce moment précis, donc, nous ne sommes plus sur la première timeline positive, mais nous sommes maintenant sur la chronologie numéro 2, négative. Ce quelqu'un a théoriquement affecté notre futur positif de la timeline 1, c'est ainsi que cela fonctionne. Et vois-tu, les informations sur l'existence du cube sont connues depuis 1946. Il a été offert par les P-52 Orions, d'où le nom aussi de Orion Cube, au gouvernement américain, soit à Eisenhower, qui était en contact avec plusieurs espèces ET, dont des ET négatifs. Lors de la première négociation de traité en 1947, par les Orions, du coup, il a dû le transmettre aux autorités des Nations Unies, mais il a en fait été emporté par l'armée qui en aurait fait profiter aux gris aussi. Il a été utilisé pour prendre des décisions politiques et militaires, notamment dans les années 70-80, mais il a posé problème. Les élites qui l'utilisaient avaient vu un événement inévitable autour de 2012 à 2017 qui marquait une convergence des timelines, c'est-à-dire l'impossibilité d'influencer l'avenir au-delà de ce point. Il a alors été retiré du circuit et caché pour empêcher son utilisation par des groupes voulant contrôler l'humanité par la manipulation temporelle. Normalement, apparemment, Stargate, Looking Glass, Cube ont tous été mis hors service et ont tous été séparés et déplacés vers différentes structures de pouvoir, vers des autorités diplomatiques et militaires du monde, telles que l'UE, l'ONU et l'OTAN. Mais il y a quelques menaces en cours de pays déclarant qu'ils les mettront en place à leur guise et feront leur propre autodétermination. Cela est géré aussi au sein de traités qui en interdisent l'utilisation. D'autres personnes pensent désactiver une bonne fois pour toutes ces technologies par leur destruction définitive, puisque de toute façon, l'évolution va et doit se faire naturellement. C'est une technologie similaire au Looking Glass et c'est un dispositif secret développé à Venise, au monastère de San Giorgio Maggiore, dans les années 50 sous la direction du père Pellegrino Ernetti, diplômé de physique quantique, théologien reconnu et spécialiste des champs anciens. Le chronoviseur lui aurait permis de voir des événements du passé, grâce à la captation des résidus électromagnétiques laissés dans l'espace-temps de la troisième dimension. Si tu veux, il peut suivre l'onde d'une personne. Et l'on peut voir des hologrammes en noir et blanc. Par exemple, le père Ernetti aurait vu Mussolini lors d'un discours, Pie XII, Napoléon prononçant un discours au cours duquel il annonce l'abolition de la République, Cicéron et bien d'autres. Mais ce qui le frappa le plus, c'est qu'il vit une partie de la vie de Jésus. La scène, la flagellation, la marche au Golgotha avec la croix, la crucifixion et même la résurrection. Incroyable. Ernetti et des scientifiques ont pu filmer diverses scènes de la vie de Jésus après sa résurrection. Ernetti verra aussi la scène où Moïse reçoit les 10 commandements.
et il verra que ça n'est pas exactement les mêmes que ceux rapportés dans la Bible Vulgate. Ce dispositif remonte aussi dans des lieux et Ernetti verra les grottes de Qumran et le champignon atomique à Sodome et Gomorre, par exemple. Une mystique religieuse sera témoin de la passion du Christ. Elle avait donc vu et avait même été très bouleversée. Et ce serait peut-être bien mère Nathusa Evolo, il semblerait. Quant au père François Brune, auteur du livre Le chronoviseur, machine à explorer le passé, enquête sur un secret du Vatican, avait donc, au préalable, enquêté sur cette histoire et avait rencontré directement le père Ernetti, qui lui avait semblé honnête. Le père Brune rencontrera la mystique et stigmatisée de tout à l'heure, qui confirmera que Ernetti est un homme sincère. Il rencontrera aussi des cardinaux, dont Benoît XIII, qui diront que Ernetti est un homme intègre. Mais, à un moment, on dira à Ernetti de stopper tout ça et le dispositif ira au Vatican comme confisqué et il sera, a priori, démonté. Les supérieurs d'Ernetti lui diront de se taire et, de plus, il s'en prendra plein la gueule, excusez du terme, mais c'est tout à fait ça, il passera pour un menteur, voire même pour un fou, et il en souffrira beaucoup. Pourtant, grâce à ce dispositif, des avancées auraient pu être faites si il avait été entre de bonnes mains. Mais certains croyants se réfèrent au livre de Chan Thomas, l'histoire d'Adam et Ève, qui décrit une apocalypse par déplacement des pôles. Un livre qui aurait été classé secret par la CIA, qui, nous le savons, est mouillé dans des programmes Black Ops et MK Ultra. Classé en raison de son contenu jugé trop dangereux, de par sa thématique intrigante et ses prétendues révélations. Bon, aujourd'hui, il est désormais en vente libre pour tous ceux que ça intéresserait. En conclusion, les chronologies ne se passent pas vraiment comme certains l'avaient prévu. Eh ouais, mon pote! Nous avons apporté des changements qui nous ont détournés de la timeline de négative. Et le futur est devenu une page blanche que nous pouvons écrire nous-mêmes. Il y a une faible probabilité que la catastrophe mondiale se produise. Et cela est confirmé avec le calendrier Maya. Certains croient que le 21 décembre 2012 est la fin du monde, un chaos. Cependant, d'autres adoptent une approche plus positive et indiquent qu'il s'agit d'un nouveau siècle d'évolution de la conscience humaine. Les mesures prises dans le monde sont là pour que nous nous sauvions nous-mêmes. Espérons que nous relèverons le défi. Bienvenue, non pas dans le monde des bisounours, mais dans le monde réel. Alors maintenant que tu sais ça, attention aux Men in Black qui font partie d'une unité d'opération psychologique au sein du Majestic. Ils fonctionnent pour effrayer les gens et pour les éloigner des choses qu'ils ont vues et dont ils ne veulent pas que vous sachiez ou que vous apportiez des informations à la population. Ils ne sont pas humains, bien que, comme dans tout d'ailleurs, des humains leur ressemblent et font le même travail. Allez, merci de ton écoute, bye bye!